Et bonjour tout le monde, comment est-ce que vous allez super bien aujourd'hui? On se retrouve pour la deuxième semaine consécutive en face cam sur YouTube, mais dis donc qu'est-ce qui m'arrive là? J'ai carrément ressorti les gars l'appareil photo, la ring light et tout parce que dehors il fait un temps mais à chier. Donc obligé de passer sur la lumière artificielle, ça sent le début des mauvais jours ça hein. Bref, on va pas trop papoter longtemps puisqu'on est parti sur une vidéo FAQ aujourd'hui, mais FAQ sur un sujet très spécifique, on va parler de l'influence. Puisque j'étais en live avec vous et c'est vrai que je me suis dit que ce serait sympa de vous parler de l'influence parce que vous avez souvent énormément de questions à ce sujet-là parce que vous ne savez pas comment ça fonctionne. En tout cas, vous ne connaissez pas forcément les dessous et bien souvent vous êtes à côté de la plaque par rapport à ce qui se passe réellement. Donc je me suis dit que ce serait sympa de vous parler un petit peu de ça. J'ai récolté toutes vos questions ici et il y en a quand même beaucoup. Donc écoutez, on va s'y mettre. Prenez un petit café, un petit thé et on va parler des dessous de l'influence les gars. On va commencer par la première question qui est pas mal revenue, c'est comment organiser ses journées en tant qu'influenceur, comment fonctionner. Et ça les gars, sachez que c'est une réponse qui est propre à chaque personne, étant donné que personne n'a les mêmes contraintes, personne n'a les mêmes responsabilités, personne n'a le même travail finalement. Moi personnellement j'organise mes journées par exemple autour de mon fils, puisque mon fils est ma priorité et que ce travail me permet d'organiser mes journées autour de mon fils. Donc ça dépend, souvent je mélange un petit peu tout. Je sais qu'en début de mois je me concentre beaucoup sur l'administratif, sur les factures, les déclarations à l'URSSAF, etc. Après pour la création de contenu c'est vraiment en fonction de mon imagination, donc ça peut être une journée full Insta parce que là j'ai plein d'idées de reels à tourner, et à côté de ça ça peut être pas de YouTube pendant plusieurs mois parce que je ne sais pas quoi tourner. Des fois ça va être des deadlines qu'on a respectées par rapport aux marques, donc je n'ai pas le choix de faire tel type de contenu tel jour. En fait finalement il n'y a pas une organisation type, mis à part le fait que moi j'organise ma vie autour de mon fils et donc y compris ma vie professionnelle. Après je suis pas sûre qu'il y ait une organisation type parce que chaque influenceur est différent. Ensuite, comment as-tu débuté dans l'influence? Moi c'est parce que je suis tombée enceinte, voilà, donc c'est pas un conseil que je donnerais aux gens qui ont envie de débuter dans l'influence. Moi ça s'est vraiment fait hyper naturellement et je l'ai surtout pas vu venir du tout. C'est juste que quand j'étais enceinte j'ai eu quelques soucis, j'ai dû être alitée et il a fallu que je me trouve de l'occupation et je me suis dit ok je vais faire des vidéos sur YouTube. Voilà, c'est tout, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Et c'est vrai qu'à ce moment-là on était quand même dans une era où on parlait beaucoup des jeunes mamans. Moi j'étais enceinte à 19 ans, j'ai accouché à 20 ans, donc forcément j'étais dans une niche qui me correspondait et c'est une niche qui était en train d'exploser à cette époque-là, donc ça a commencé comme ça. Après j'ai mis très longtemps à me professionnaliser parce que je ne voyais pas en quoi mon compte avait de l'importance et en quoi mon compte pouvait être professionnel. Donc je suis vraiment restée très longtemps dans ce système de non mais on est juste entre potes et c'est tout. Finalement ça fait pas tant de temps que ça que je me suis professionnalisée, mais du coup j'ai commencé les réseaux comme ça. Comment fais-tu si tu es déçu des produits dans le cadre d'une collaboration? Alors là on va partir du principe que le contrat est déjà signé, que tu es ok pour le tarif et que tu reçois les produits en vue de faire la collaboration. Je vais vous dire vraiment ce que moi j'ai fait parce que ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises. J'ai accepté de recevoir les produits et de les tester parce que c'était vraiment des marques que j'avais envie de tester, et finalement en les recevant je me suis rendu compte que c'était pas du tout adapté à moi, que j'étais pas du tout convaincue des produits. Et dans ce cas là ça a été très simple pour moi, j'ai juste écrit à mon agence en disant ok là c'est stop, parce que vraiment je me refuse à mentir à ma communauté et de toute façon ça va se voir que je suis pas convaincue des produits, donc on annule la collab. Et j'ai toujours été dans des agences qui étaient très à l'écoute des talents, et donc les collaborations à chaque fois dans ce cas là ont été annulées et vous n'en avez absolument jamais entendu parler parce que j'ai refusé de parler d'un produit sur lequel je n'étais pas convaincue. Après ça m'est déjà arrivé de parler de produits ou de marques sur lesquels moi j'étais pas convaincue parce que ça ne me convenait pas à moi, mais sur lesquels j'avais fait tester des amis ou mes parents ou mes soeurs ou peu importe, et que c'est juste par exemple ma peau qui convenait pas au produit ou mes cheveux qui convenaient pas au produit, etc. Mais dans ce cas là vous avez toujours été au courant. Si c'était des produits que je ne testais pas moi-même, je vous disais que c'était ma maman qui l'avait testé, mes amis qui l'avaient testé, etc. Mais dans le cas où vraiment c'est nul, et on annule la campagne et c'est tout. Est-ce que tu as déjà fait un partenariat avec ton fils? Alors ça c'est faisable, mais moi je ne l'ai jamais fait pour la simple et bonne raison qu'un enfant, lorsqu'il est sur un contenu sponsorisé, il lui faut un contrat de mannequin. Pour avoir le contrat de mannequin il faut l'accorder 2 par an et ce n'est pas le cas pour le Babes. Donc lui n'a jamais fait partie d'un contenu sponsorisé. Par contre ça lui est déjà arrivé de recevoir des produits gratuitement avec le travail de maman, mais par contre lui n'a jamais fait de partenariat et il n'a pas de contrat de mannequin. Question très simple, mais est-ce que tu vis des réseaux? Oui. Comment ça se passe au niveau de l'URSSAF? Alors moi je vais vous parler de mon cas personnel puisque je suis en auto-entreprise et pas en société. Au début de chaque mois tu déclares ce que tu as touché le mois d'avant. Donc là par exemple au mois d'octobre on déclarera les revenus du mois de septembre et tu payes environ un quart de ce que tu touches à l'URSSAF. Voilà. Donc on se dit souvent que la dernière semaine du mois tu travailles gratuitement. Après on va dire qu'on est quand même assez chanceux dans le sens où le système de l'auto-entreprise est assez simple. On ne paye pas de cotisation si on ne touche pas de rémunération, donc ça veut dire que s'il y a 2 mois où tu ne touches rien, tu ne payeras pas d'impôts. Mais voilà, on est en gros taxé à environ 25% de nos revenus. Est-ce que tu fais profiter tes proches de tes collabs? Alors oui, et ça vraiment depuis le début. Je pense que le Babes c'est vraiment le premier à profiter des collabs de maman parce que forcément vu qu'on vit ensemble et que des fois on me propose des choses de son âge, et je les accepte pour lui évidemment.
mais ça m'arrive parfois de recevoir des produits et je vois que c'est des choses anti-âge, donc je vais les donner à ma maman. Des fois recevoir des produits bébés que je vais donner à des amis qui ont des bébés. Enfin, vraiment, je fais profiter un maximum de personnes. Après, je n'accepte pas de recevoir tout et n'importe quoi parce que j'essaye tout de même de faire attention à ma consommation. Et je suis très axée écologie ces derniers mois, donc je fais quand même attention à ma consommation et le but c'est pas de recevoir tout et n'importe quoi. Mais effectivement, quand je peux recevoir des choses qui peuvent faire plaisir à mon entourage, évidemment que je leur fais profiter et ça vraiment depuis le début. Que pense le Bebs de ton métier? Bah écoutez, ça je ne sais pas et en plus il est pas avec moi donc je peux pas lui poser la question, mais en fait il a toujours grandi avec maman qui fait des vidéos et qui travaille sur internet comme il aime bien dire. Donc ça fait partie de son quotidien, c'est sa normalité à lui. Je sais pas forcément ce qu'il en pense, mais je sais pas s'il a un réel avis étant donné qu'il n'a jamais connu autre chose que ça et qu'il n'a aucune répercussion suite à mon métier. Donc je saurais pas trop quoi vous dire à cette question, mais je pense qu'il le vit bien. Est-ce que ça t'arrive de proposer une autre influenceuse pour une collab que tu ne souhaites pas faire? C'est pas souvent que je ne souhaite pas faire, mais c'est plutôt que je ne me sens pas capable de faire ou quelque chose qui ne me correspond pas. Mais si par exemple je sais que ça correspond à Emma parce que c'est souvent vers Emma que je renvoie, et ben je n'hésite pas à envoyer l'adresse mail à Emma ou à réorienter la marque vers Emma parce que je sais que ça peut lui servir à elle. Et vice versa d'ailleurs. D'autant plus si je sais que je ne suis pas intéressée par la collab ou alors qu'elle ne me correspond pas, j'ai aucun souci à réorienter vers les bonnes personnes. Parce que c'est pas parce que ça me va pas à moi que ça ira pas à quelqu'un d'autre. Quel est le matériel et les applications que tu utilises? Alors moi c'est extrêmement simple. Pour filmer mes vidéos YouTube, j'utilise un appareil photo avec lequel je suis en train de filmer actuellement, qui est le Canon M50 si je dis pas de bêtises, avec la ring light mais dont vraiment je me sers pas à chaque fois. Mais en tout cas tout ce qui est vlog et facecam ça se fait avec cette caméra. Et pour tout ce qui est montage YouTube je fais sur iMovie. J'aimerais bien maintenant passer sur Final Cut Pro mais pour le moment je suis encore sur iMovie. Et pour tout ce qui est tournage de contenu Insta et de TikTok ça se fait directement avec mon iPhone. J'ai le 14 Pro Max et je vais bientôt passer au 15 Pro Max d'ici quelques mois. Et en termes d'application pour le montage des contenus Insta et TikTok je passe grandement par InShot et parfois par CapCut. Mais voilà, en gros c'est les applications que j'utilise. Et s'il y a un matériel que je peux rajouter qui est très pratique à mon sens, c'est les trépieds. Pas les trépieds avec la ring light parce que vraiment pour le coup moi je m'en sers plus tant que ça. Avant je m'en servais beaucoup mais beaucoup moins maintenant. Mais c'est juste les trépieds tout simples avec lesquels tu peux déplacer ton iPhone et ton appareil photo un peu partout, qui sont assez grands, que tu peux placer un peu partout. Ça c'est extrêmement pratique, ça coûte pas si cher que ça sur Amazon. Et après oui, en termes de matériel, j'ai mon ordinateur sur lequel je fais mes montages pour YouTube, j'ai l'iPad et mon téléphone pour les montages TikTok et Insta. Mais vous avez pas besoin de tout ça très clairement, vous pouvez même faire tous les montages et tous les tournages avec votre téléphone et c'est largement suffisant. Ah oui, et j'ai des micros aussi que je fais pour faire mes vidéos TikTok. Et puis voilà, c'est déjà pas mal, mais vous avez pas besoin de tout ça pour démarrer, ça c'est sûr. Refuses-tu beaucoup de partenariats? Et bah écoutez, je pense que j'en refuse plus que ce que j'en accepte parce que je ne suis pas prête à tout pour recevoir des produits et être payée, étant donné que, à mon sens, ce qui fait que les marques collaborent avec moi, c'est qu'elles ont un retour aussi de ma communauté et que si je vous présente tout et n'importe quoi, à un moment donné, vous n'aurez plus confiance en moi et donc les marques n'auront plus aucun retour parce que vous n'aurez plus confiance en moi. Donc effectivement, je refuse plus de partenariats que ce que j'en accepte. Je refuse plus de gifting que ce que j'en accepte aussi, même si parfois il y a des choses qui sont très intéressantes. Je sais que ça va pas correspondre à ma commu et j'accepte pas. Et je pense qu'il y en a quand même beaucoup qui sont dans mon cas aussi et on est très loin de tout accepter les gars parce que je vous jure que des fois on a des propositions qui sont très farfelues. Quelle est la fourchette des prix de tes partenariats? Et alors ça je vais vraiment m'attarder sur cette question parce que je pense que les gens aiment qu'on parle d'argent mais les gens ne se rendent pas compte qu'on a du mal à parler d'argent mais pas pour les raisons que vous pensez. Pourquoi c'est très compliqué de répondre à une fourchette de prix ou en tout cas même à vous donner des prix à proprement parler pour les collabs? Tout simplement parce qu'on n'est jamais payé la même chose. En fonction du budget de la marque, du contenu qu'ils attendent de vous, si c'est un one shot, si c'est une collaboration qui va durer sur le temps, si c'est un programme d'ambassadeur, enfin il y a plein de choses qui font que déjà ce ne sont pas les mêmes tarifs et juste le fait que les marques n'ont pas le même budget. Imaginons une influenceuse qui est payée 500 € une story, si c'est une petite créatrice qui demande à collaborer avec l'influenceuse, elle aura très probablement pas 500 € de budget à mettre dans une story. Là où par exemple une plus grosse marque pourra se permettre de mettre plus de budget que 500 €. Je peux totalement vous donner une fourchette entre ma collab par exemple en story la moins payée et la mieux payée. Je peux vous dire que ça va être très large et ça sera pas du tout représentatif de ce que je peux toucher. Mais je pense que le moins cher que j'ai été payé pour une story ça devait être 50 €, sans compter l'URSSAF, donc après t'enlèves 25% ou 50 €. Et le plus cher ça devait être 1000 € je pense, quelque chose comme ça. Donc vous voyez c'est pas du tout représentatif et que ça dépend vraiment du budget de la marque et du contenu qu'ils attendent de votre part. Aussi le prix d'une story, le prix d'un TikTok, d'un Reels, d'un lien dans une biographie, d'une intégration dans une vidéo YouTube ou d'une vidéo YouTube dédiée, c'est pareil, les tarifs ne sont pas les mêmes. Et alors pour le coup les tarifs pour YouTube je pourrais même pas vous dire parce que j'en ai absolument aucune idée. TikTok non plus, les Reels non plus. En fait vu que moi c'est mon agence qui gère, j'ai beaucoup plus de mal à me rendre compte parce qu'on me propose des tarifs déjà souvent combinés
avec une story, un rappel, un post, un reels, peu importe. Ce qui fait que c'est pas à l'unité. On va rester dans le thème de l'argent parce que je sais que ça c'est une question juicy que les gens aiment bien voir. C'est quel est le plus gros cachet que j'ai touché et quel est le plus gros cachet qu'on m'a proposé. Je divise vraiment la question en deux parce que le plus gros cachet qu'on m'a proposé n'est pas une collaboration que j'ai acceptée, donc finalement je ne l'ai pas touché. Le plus gros cachet que j'ai touché, on va parler en one shot et pour une story, je crois que c'était 750 € en sachant que mon agence avait déjà pris un pourcentage sur ce que je touchais. Donc je pense que globalement la marque a dû verser plus ou moins 1000 € pour mon contenu et c'était une story. Donc probablement une story de 5 sections et peut-être un rappel, je sais plus. Et le plus gros cachet qu'on m'a proposé mais que du coup je n'ai pas accepté, il me semble que c'est 1800 € une story sur une marque qui ne me convenait pas du tout. Je crois que c'était du blanchiment dentaire ou un truc comme ça. Et ouais, ça m'intéressait pas du tout, j'étais pas forcément ok avec ça, c'était pas forcément le genre de produit que j'avais envie de présenter, donc j'ai refusé tout simplement la proposition, mais comme quoi on refuse, et même si c'est beaucoup d'argent, bah des fois on dit non à beaucoup d'argent parce qu'on n'est pas ok avec ce qu'on nous propose. As-tu déjà menti sur ton ressenti par rapport à une marque et est-ce qu'on t'a déjà demandé de mentir? Absolument jamais, parce que de toute façon si je ne suis pas convaincue de quelque chose, ça se voit à ma tête, je ne sais pas mentir, et les marques ne demandent jamais, en tout cas moi je n'ai jamais travaillé avec des marques qui me demandaient de mentir. En l'occurrence, souvent lorsqu'on travaille avec des marques, on reçoit des briefs avec les informations qu'on a à donner avec la collaboration qu'on fait, donc qui sont des rappels en fait de ce qu'on doit dire. Et parfois la marque va donner des briefs un petit peu copier-coller à plein d'influenceurs et ça va pas forcément te correspondre à toi. Moi dans ce cas-là, ce que je fais c'est de dire ok bah ça me va pas, je n'en parlerai pas, et mon agence voit en fonction, et en fait souvent on nous dit mais il n'y a pas de souci, c'est juste un truc qui donne copier-coller à tous les influenceurs. Mais moi on m'a jamais demandé de mentir, et je sais pas s'il y a vraiment des marques qui demandent aux influenceurs de mentir. Je trouve pas ça très honnête. Mais non, moi ça m'est jamais arrivé, autant vous dire que je bosserai jamais avec ce genre de marque. Et de toute façon, si moi je dois mentir, vous le verrez parce que ça se voit quand je ne suis pas convaincue de quelque chose. Es-tu payé au poste ou au nombre de produits vendus avec le code promo? Et donc ça me permet d'aborder encore une fois la rémunération qui est différente en fonction de la collaboration que tu fais. En gros, en termes de collaboration, t'as 3 types de collaborations. T'as les collaborations au prix fixe, donc vraiment on te dit je te paye tant d'euros pour un post et une story et tu dois poster ça à tel moment, avec tel brief et telles informations, etc. Il y a les collaborations par affiliation, où dans ce cas-là, tu n'as pas un minimum de posts à faire, mais au plus tu postes et au plus les gens passent par ton lien d'affiliation ou passent par ton code promo et au plus tu es payé. Et il y a les giftings, où tu n'es absolument pas payé, mais certaines marques ou certaines agences te proposent de recevoir des produits, plus ou moins en espérant que ça finisse par faire partie de ta routine et que tu en parles gratuitement. Mais là, on n'est pas rémunéré, il n'y a pas de contrat. Donc vraiment, ça dépend de ce que la marque souhaite, de ce que toi tu es ok de faire ou pas, mais du coup, il y a ces 3 types de collaborations qui existent. Est-ce que des gens ont déjà profité de ta notoriété? Alors je sais pas si on peut dire profiter, mais en tout cas il y a des gens qui ont profité des produits que je leur faisais tester grâce à l'influence. Mais ça c'est un truc que j'ai beaucoup restreint maintenant et j'ai appris de mes erreurs, et maintenant je fais profiter de mes collabs uniquement à mes très très proches. Comme ça je sais que je n'ai plus de soucis. Est-ce que ta notoriété t'a déjà porté préjudice à un moment donné? Alors notoriété pour moi c'est un grand mot, dans le sens où j'ai pas 6 millions d'abonnés, je gagne pas des millions d'euros par an, j'ai pas une grosse société ou quoi, je suis en auto-entreprise et tout ça, donc notoriété pour moi c'est un grand mot. Après est-ce que ça m'a déjà porté préjudice? J'ai envie de dire oui, parce que ça m'a déjà mené à du conflit avec certaines personnes et c'est pas forcément évident, c'est pas forcément ce que tu recherches. On va dire que c'est vraiment la seule chose qui m'a porté préjudice avec la notoriété, parce que sinon j'ai jamais vraiment eu de soucis. Es-tu nostalgique de tes débuts sur les réseaux? Alors ça c'est un sujet que j'ai abordé il y a pas très longtemps sur Insta, mais en fait je suis la personne que je suis actuellement grâce à toutes les expériences que j'ai vécues depuis ma naissance finalement, et notamment au début de mes réseaux j'ai aussi fait beaucoup d'erreurs. Sur le coup je me rendais évidemment pas compte que c'était des erreurs, mais par exemple j'ai surexposé le couple dans lequel j'étais pendant le confinement, j'ai surexposé certaines parties de ma vie sans me rendre compte à ce moment-là que je l'ai surexposé, et c'est vrai que du coup ça m'a appris beaucoup de choses, et du coup j'en suis pas nostalgique parce que j'aimerais pas du tout retourner à cette partie-là de ma vie et j'aimerais pas refaire ces erreurs-là. Genre elles ont été faites une fois, c'est bon, donc pas forcément nostalgique. En plus j'aime bien le fait d'évoluer, de me rendre compte que je suis plus celle que j'étais il y a 5 ans, et j'aime bien l'évolution que j'ai eue finalement, donc pas tant nostalgique que ça, non. Est-ce que les marques t'imposent des deadlines ou pas? Alors très souvent oui, mais elles se mettent en accord avec toi ou avec ton agence pour savoir quelle deadline te convient, sauf si une campagne est urgente, et dans ce cas-là on va te dire qu'il faut absolument poster avant telle date parce qu'il n'y a pas le choix. Mais bien souvent oui, il y a la discussion pour dire on aimerait poster tel jour. Moi c'est ce que mon agence fait actuellement, quand j'ai des collaborations, mon agent m'envoie un message pour me dire
dire est-ce que telle date et telle date te convient, est-ce que tel jour te convient, est-ce que telle semaine te convient. Par exemple, si j'ai une collab YouTube, on va toujours essayer de la caler sur le vendredi parce que je sors mes vidéos le vendredi le plus souvent. Donc voilà, souvent il y a des deadlines, mais tu peux quand même discuter avec la marque en disant ok, tel jour ça m'arrange un petit peu plus que tel jour quoi. Y a-t-il de la concurrence entre influenceurs? Évidemment que oui, parce que les marques n'ont pas un budget illimité et que si tu veux faire partie d'une campagne, en fait la marque ne pourra pas choisir tous les influenceurs de la terre. Donc évidemment qu'il y a de la concurrence. Après, je pense qu'on ne se rend pas compte de la concurrence tant qu'on n'est pas en concurrence directe, dans le sens où si tu n'es pas au courant que telle personne a eu la campagne à ta place, la concurrence tu la ressens moins que si t'es au courant et que c'est ta pote qui a eu la campagne à ta place quoi. Après c'est évident qu'il y a de la concurrence parce que vous voyez le nombre de créateurs de contenu qu'il y a et ça pop-up de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se lancent, donc c'est évident qu'il y a de la concurrence. Comment arrives-tu à prévoir ce que tu vas gagner? C'est très simple, je ne peux pas prévoir. Il y a des mois où je gagne franchement beaucoup d'argent et plusieurs mois d'affilée où je peux gagner beaucoup moins, voire pas du tout d'argent. Donc je sais que quand je gagne des grosses sommes, ça doit potentiellement me tenir sur plusieurs mois. Donc tout est question d'organisation, mais je peux pas prévoir à l'avance. Et je pense que de manière générale, aucun entrepreneur peut prévoir à l'avance parce que c'est quand même compliqué de se dire ok, dans 2 mois je vais gagner tant quoi. Quels sont tes critères pour accepter un partenariat? Franchement, ça dépend. Déjà, il faut que la marque me donne envie, que le produit me donne envie, que la campagne me donne envie aussi, parce que si c'est pour parler d'un truc dont j'ai déjà parlé 72 fois sur mes réseaux, ça n'a pas forcément d'intérêt ni pour moi, ni pour la marque, ni pour ma commu. Donc ouais, je pense que ça dépend et de la campagne, du produit qu'ils veulent mettre en avant, et si la marque me plaît, s'il y a trop de controverses ou pas autour de cette marque. Puis on va pas se mentir, le budget aussi quoi. Si la marque te demande une liste de contenu à rallonge mais qu'on te dit on te paye 50 €, oui mais non en fait, parce que je vais pas payer mon loyer en faisant ça de contenu pour ça d'argent quoi. Après moi très honnêtement je suis jamais payé la même chose dans mes contenus parce que je suis totalement ok à l'idée de baisser mes tarifs si la marque me plaît vraiment, si le produit me plaît vraiment. Des fois je peux accepter de baisser mes tarifs pour dire ok j'ai vraiment envie de bosser avec vous et tant pis si vous avez pas le budget on va trouver une solution, mais tu peux pas faire ça avec tout le monde. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir envie de tout arrêter? Alors je sais pas si ça m'est déjà arrivé d'avoir envie de tout arrêter, mais ça m'est déjà arrivé de faire des pauses et de toute façon vous l'avez déjà vu sur mes différents réseaux. Il y a des fois où je suis plus active sur certains réseaux que d'autres, mais je pense qu'il y a un moment donné où j'ai eu un petit peu un ras-le-bol, mais en tout cas un ras-le-bol de pression de ce que je me mettais pour la création de contenu, et c'est peut-être ça qui m'a fait à un moment donné me dire on va peut-être changer de voie parce que là ça fait trop. En fait une fois que j'ai trouvé mon rythme et que je me suis régulée, j'ai pas forcément envie d'arrêter, en tout cas pour le moment j'aime bien ce que je fais, donc j'en profite tant que ça me plaît. Et finalement, comment rentrer dans une agence? Est-ce que c'est les agences qui contactent les marques? Est-ce que je suis en agence et si oui, pourquoi? Alors comment rentrer en agence? J'ai envie de vous dire qu'il y a 2 solutions. Soit vous démarchez directement l'agence, donc vous la contactez pour savoir s'ils sont à la recherche de talents et si votre profil les intéresse. Ou alors c'est l'agence elle-même qui va vous contacter parce que vous l'intéressez. Ensuite, il y a 2 types de contrats en agence. Il y a les contrats d'exclusivité et les contrats de non-exclusivité. Donc contrat d'exclusivité, ça veut dire que toutes tes collaborations rémunérées passeront par l'agence et l'agence te prendra un pourcentage parce que c'est elle qui gère tes collabs. Et les contrats de non-exclusivité, ça veut dire que tu peux bosser avec plusieurs agences, qu'elles ont la possibilité de te représenter mais que tu n'es pas dans l'obligation de travailler qu'avec eux. Après bien évidemment les agences mettent beaucoup plus en avant leurs contrats exclusifs que leurs contrats non exclusifs. Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients, donc à voir ce que toi tu recherches quand tu recherches une agence. Et est-ce que moi je suis en agence? Si oui, pourquoi? Et sinon pourquoi? Alors oui, moi je suis en agence. J'ai été en agence quelques mois après avoir créé mon auto-entreprise. Là c'est moi qui ai démarché l'agence parce que je voulais à la base juste des renseignements et finalement ça a matché. J'étais en totale exclusivité chez eux et j'y étais très bien pendant 3 années, sauf que au bout d'un moment je sentais un petit peu que ça s'essoufflait, que j'avais besoin d'aller voir ailleurs, que c'était plus avantageux et pour eux et pour moi qu'on prenne des chemins séparés. Donc j'ai quitté ma première agence dans laquelle du coup je suis restée 3 ans dans l'objectif à la base de rester un petit peu toute seule, et finalement j'ai eu une proposition assez intéressante. En tout cas je voulais me laisser le temps d'essayer, donc j'ai assez vite replongé dans une autre agence dans laquelle je suis encore à l'heure actuelle. Ça se passe bien pour le moment. Je trouve qu'il y a quand même pas mal d'avantages à être en agence parce que c'est une question qu'on me posait en live tout à l'heure. Être en agence, c'est pouvoir déléguer une très grosse partie du travail de l'influence, en tout cas des dessous de l'influence, donc tout ce qui est recherche de collab, réponse aux mails, facturation, courir après les factures et l'argent qu'on te doit. Enfin en fait ça te délègue une grosse partie administrative et ça te donne aussi à mon sens accès à plus de campagnes publicitaires, étant donné que certaines marques vont contacter un influenceur en particulier et l'agence va réussir à obtenir un contrat pour plusieurs influenceurs. Donc voilà, être en agence il y a ses avantages et ses inconvénients comme dans n'importe quel choix à faire, mais moi je suis en agence et pour l'instant ça me convient. Et est-ce les agences qui contactent les marques ou l'inverse? Et en fait c'est les deux, voilà.
Ça peut être autant un influenceur qui va dire à son agence bah écoute j'aimerais bien bosser avec telle marque, ou alors j'ai besoin de tel produit, est-ce que tu arrives à me trouver une collab, est-ce que tu arrives à trouver quelque chose. Et dans ce cas là c'est potentiellement les agences qui vont aller démarcher certaines marques pour voir si elles sont intéressées de travailler avec l'influenceur. Ou alors ça peut être les marques qui ont une campagne en particulier avec un budget en particulier, et dans ce cas là qui vont contacter les influenceurs qui sont en direct ou les agences pour dire ok on a tel budget, est-ce que vous avez des influenceurs, ou alors on veut tel influenceur très précisément. Il y a des marques qui vont être ok de bosser uniquement avec du gifting, des marques qui vont rémunérer, des marques qui vont très bien rémunérer, des marques qui vont très mal rémunérer, enfin il y a vraiment de tout. Et c'est aussi la richesse du métier, c'est que tu peux faire de tout et vraiment te créer ta propre vie, ton propre monde professionnel, et ça c'est quand même assez chouette. Bon bah écoutez, on a fait le tour. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires ou à m'envoyer un petit DM sur Insta, y a pas de souci, j'y répondrai avec grand plaisir. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris certaines choses. Sur ce, moi je vous laisse, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!